Alors, on continue dans la présentation qui touche l'or noir de la situation qui prévaut actuellement dans le monde. Je vous ai parlé que c'était pas chose simple d'arrêter la production de pétrole comme on le veut, en mettant sa main sur un interrupteur. On ferme, on ouvre la lumière qu'on a dans une salle de notre demeure. Eh bien, c'est très très difficile. On ne peut pas, ils ne peuvent pas stopper la production comme ça parce qu'il y a moins de demandes, etc. Parce que c'est comme ça. Là, il y a deux raisons principales à cela. C'est que la première raison, c'est un effet de marché. La seconde raison, c'est une raison technique que je vais vous exposer. Pour parler rapidement de l'effet de marché, c'est que les diverses compagnies compétitrices dans le domaine, lorsqu'ils voient que le marché de la consommation diminue et qu'ils se retrouvent avec des surplus de barils, vont pas nécessairement diminuer leur production de peur que si jamais le marché reprenne, ils se retrouvent perdants dans la course. Autrement dit, ils vont regarder ce que les compétiteurs font, puis ils vont continuer d'en fabriquer, d'en produire, si vous voulez, de peur que lorsque le mouvement de consommation va reprendre de plus belle, eh bien qu'ils soient déjà prêts à faire face à cette consommation accrue. Évidemment, ça c'est un effet qu'actuellement, je dirais que ça n'a pas raison d'être, étant donné la situation. Les compagnies de pétrole, eh bien, sont comme n'importe qui, ils savent plus où donner de la tête, parce qu'on n'a jamais fait face à une situation comme celle-ci. Mais la raison que je veux m'attarder ici, si vous voyez ici, blowout well drilling, les techniques de forage, on voit ici un blowout, c'est-à-dire une émergence par la pression des sols naturels. On voit le pétrole qui va dans les airs à des hauteurs extraordinaires. Si on se fie sur la base de la photo ici, c'est plusieurs mètres dans les airs que le pétrole se retrouve. Ça prend des pressions inouïes à l'intérieur des sols. Évidemment, depuis 30, 40, 50 ans, ça a changé beaucoup parce qu'au début, lors du développement de l'homme moderne, on parle du début du siècle, du 19e siècle, etc. Lorsqu'on a commencé à consommer plus de pétrole, eh bien, les premiers forages se faisaient dans des gisements qui étaient très peu profonds. Donc, on allait forer dans le sol à des profondeurs moindres. Et qui dit profondeur moindre, dit moins de pression, donc plus facile à forer, plus facile à contrôler, etc., etc. Évidemment, avec la consommation qui a augmenté, les gisements sont de plus en plus difficiles à aller chercher. Et évidemment, les techniques des dernières années se sont améliorées. On peut forer à des profondeurs beaucoup plus profondes, à des pressions beaucoup plus élevées. Ils ont réussi à développer des techniques. Ils n'ont pas eu le choix parce que si on parle de gisements sous-marins, eh bien, de forer dans le fond de l'océan, eh bien, vous imaginez juste la pression de l'eau. Après ça, vous avez la pression inclue dans le sol. C'est des pressions inouïes qui pourraient fendre n'importe quelle gasquette ou, si vous voulez, protection en acier massif. C'est des pressions inouïes. Alors, ils ont diverses techniques. Là, ce que je veux vous montrer, c'est que ils ont un sérieux problème actuellement d'arrêter la production. Le problème, c'est qu'ils sont obligés de continuer de produire à perte, mais ils savent plus où mettre ces barils de pétrole-là. Il n'y a plus d'espace. Et physiquement, ils ont un énorme problème. Alors, ils vont tenter tant bien que mal d'arrêter la production, mais voici ce que je veux vous montrer. C'est cette partie-là ici. Contrôle de gisement, pression. Bon, attendez, je vais aller un petit peu plus bas. Bon, le voici ici, Formation Kick. Ça, c'est un phénomène. J'ai pris cette partie-là ici, de texte que je viens d'assurer en bleu, et je l'ai mis je l'ai mis en français, et ne m'en veuillez pas si vous trouvez des fautes d'orthographe. J'ai absolument pas le temps de commencer à vérifier l'orthographe. Si je commence à faire ça, j'aurais pas fini avant au moins un an de vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Et c'est l'urgence de la situation là, qui me
qui est ma motivation actuellement. Donc, phénomène de kick en forage pétrolier. Alors, pour vous faire une histoire courte, les pressions sont tellement élevées qu'ils doivent utiliser... En fait, je vais vous lire le texte carrément, là, je ne l'ai pas fait pour rien, fait que je vais y aller. Les pressions des fluides de fond de puits sont contrôlées par des puits modernes grâce à l'équilibrage, ils appellent ça, eux autres, la balance, de la pression hydrostatique fournie par des colonnes de boue ou une colonne de boue. Si l'équilibre de la pression de la boue de forage est incorrect, c'est-à-dire que le gradient de pression de la boue est inférieur au gradient de la pression interstitielle de la formation, les fluides de formation, le pétrole, les gaz naturels et même de l'eau, peuvent commencer à s'écouler dans le puits de forage et remonter de l'espace annulaire, l'espace entre l'extérieur du train de tige et de la paroi du trou ouvert à l'intérieur du tubage et ou à l'intérieur de la tige de forage. Autrement dit, là, pour faire ça une histoire bien courte, vous allez me dire « Ah, je suis pas sûr de comprendre ». Vous n'avez pas besoin de comprendre, à part justement que ça vous démontre que c'est quand même technique. Moi, je pourrais passer des heures juste à vous expliquer comment ça fonctionne, en vous montrant des dessins. Mais mon but, c'est pas que vous compreniez ça, c'est que vous compreniez que c'est compliqué, puis qu'ils peuvent pas arrêter ça comme ils veulent. Et là, le Seigneur, dans sa sagesse, savait très bien que c'était un plan tellement parfait qu'ils ne peuvent plus reculer. Alors ici, on assiste, je vous annonce qu'on assiste à une situation irréversible. Et là, c'est pas qu'ils peuvent mettre de l'argent pour faire tenir l'économie, etc. C'est la guerre qui nous pend au nez, c'est la guerre prophétisée dans la Bible, d'Isaïe 17, Daniel 8. Alors, je continue. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête à essayer de comprendre ce que je vous lis là, mais c'est juste vous donner un peu d'information. Retenez l'information qui est le phénomène de kick en forage. Ok? Ceci est communément appelé un kick. Donc, lorsque vous ne pouvez pas contrôler votre pression, il y a un déséquilibre, vous avez des fuites incontrôlées, et ils appellent ça un kick. Idéalement, les barrières mécaniques telles que les obturateurs anti-éruption peuvent être fermées pour isoler le puits, tandis que l'équilibre hydrostatique est rétabli grâce à la circulation des fluides dans le puits. Mais si le puits n'est pas fermé, terme commun pour la fermeture de l'obturateur anti-éruption, un kick peut rapidement dégénérer en éruption lorsque les fluides de formation atteignent la surface. En particulier lorsque l'afflux contient du gaz qui se dilate rapidement avec la réduction de la pression lors de son écoulement dans le puits de forage. Oui, le gaz se détend puisqu'il vient de profondeur plus profonde et il remonte vers la surface, fait que un peu comme le principe d'un plongeur qui plonge dans des eaux, et il doit faire des périodes de détente. S'il va à une certaine profondeur pendant un certain temps, il ne peut pas remonter à la surface rapidement parce que les micro-gaz à l'intérieur de son sang qui alimentent son organisme, l'oxygène finalement, risquent de se détendre et finalement il peut faire des embolies. Donc ça prend un certain temps pour laisser au gaz le temps de se résorber en pression si vous voulez. Alors donc, on parle ici de la perte de contrôle des puits de forage. Alors, vous avez ces immenses puits-là, et ils vont à grande vitesse parce qu'il y a une demande mondiale accrue, et tout à coup, du jour au lendemain, en 3 jours, on n'a plus besoin de ça. On passe de 100% de consommation à 10%, 15%. Alors donc, eux, ils ne peuvent pas peser sur un interrupteur et fermer cela. Je voulais vous montrer ça, c'est très important. Ça m'amène à vous parler d'une deuxième chose ici. C'est de cet article qui est sorti sur le site de Alterner dans les heures de la soirée d'hier, suite à l'escalade, la dégringolade du prix du brut, comme je vous l'ai démontré. Alors, c'est un article très très court, mais qui parle par lui-même, qui nous démontre que la prophétie biblique, encore une fois, va se réaliser avec une précision incroyable. Maintenant, la partie du texte ici que vous voyez, là, je l'ai mis ici dans un document en français et je vais vous la lire textuellement. Vous allez comprendre. Alors, ça dit ceci. Le prix du pétrole sur le marché s'est non seulement effondré à 0$ le baril, mais il est en fait devenu négatif. Ainsi, le marché mondial du pétrole est détruit. Mais source de renseignements confirme qu'il y a eu une seule issue à cela,
une guerre majeure au Moyen-Orient, commençant par la fermeture complète du détroit d'Ormuz. Ici, je vais faire 2 commentaires. Nous avions reçu, il y a 2 ans, de l'information à l'effet que ce serait une guerre au Moyen-Orient qui paverait la voie à la destruction de l'économie. Eh bien, on voit toute la réalisation de cela. Et la personne qui nous avait donné cette information-là n'est plus de ce monde, a été assassinée. Alors, oui, dans les temps, on n'est peut-être pas dans les temps, mais le plan se réalise. Alors, ça c'est mon premier commentaire. Le deuxième commentaire que je vais faire ici, le détroit d'Ormuz. Vous vous rappelez que l'Iran patrouille ça, c'est très stratégique, alors je vais continuer, vous allez voir pourquoi. Le détroit d'Ormuz est le point d'étranglement le plus important au monde en raison des grands volumes de pétrole qui traversent ce détroit-là. Donc, c'est un point d'étranglement, la partie la plus étroite qui va toucher la mer Méditerranée et sur, si vous voulez, les côtes orientales, les côtes est de ce détroit, nous avons ni plus ni moins que l'Iran. Et l'armée iranienne a positionné des lance-missiles pouvant atteindre n'importe quel navire qui voudrait traverser ce détroit-là. En fait, c'est un endroit aussi extrêmement facile d'intercepter tout navire comme on le veut, puisque la largeur de ce détroit-là est assez courte. Ok? Alors donc, c'est aussi stratégique parce qu'en 2018, les statistiques suivantes nous disent que son débit quotidien de pétrole en 2018 était donc en moyenne de 21 millions de barils par jour, soit l'équivalent d'environ 21% de la consommation mondiale des liquides pétroliers. Alors, pourquoi l'armée américaine va vouloir aller dans ce coin-là? Eh bien, je vais vous le montrer. Au moment d'écrire ces lignes, à 17h40 hier, heure de l'Est des États-Unis, si un producteur de pétrole hors du sol veut que quelqu'un le prenne, le producteur doit payer 44 $ du baril pour que quelqu'un le prenne. Vous avez bien entendu cela. C'est ce que l'auteur dit. Non seulement il doit donner l'huile, mais aussi il doit payer pour la donner. Alors, imaginez-vous que vous en allez dans la rue, vous rencontrez un inconnu, sans vous avertir, vraiment en hypocrite, il vous donne un coup de couteau au cou, il vous coupe la jugulaire. Vous allez tomber sur les genoux, vous allez vous vider de votre sang en quelques minutes. 2-3 minutes suffisent si la jugulaire est coupée pour que vous vidiez de votre sang. Évidemment, c'est la mort qui vous attend. Alors là, c'est une hémorragie monumentale de l'or noir. Ça coûte 44 $ du baril. Imaginez-vous des millions de barils qui vont transiger par jour. Eh bien, évidemment, la Chine va être intéressée d'en acheter parce qu'ils vont se dépêcher d'en acheter autant qu'ils veulent. Alors, ou d'autres pays. Mais évidemment, c'est l'économie américaine qui est totalement touchée. Ils se doivent d'arrêter cette hémorragie-là. La seule solution, c'est d'aller fermer le détroit d'Ormuz. Ils ne peuvent pas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il faut voir qu'ils vont essayer de négocier, mais la négociation, d'après moi, on est à quelques semaines de là. On peut pas, en tout cas, on peut pas aller tellement loin, selon mon analyse. Alors, je vais continuer, ok. Ça coûte 44 $. Alors, cela s'est produit parce que la demande mondiale de pétrole et d'essence a plongé à presque rien. Et tout, littéralement tout, la capacité de stockage de la planète entière est pleine. Il n'y a plus nulle part où mettre l'huile si elle sort du sol. Et comme je vous l'ai dit, elle va continuer de sortir du sol. Ils vont peut-être réussir à arrêter à court terme, peut-être 40% des puits de forage. Mais imaginez-vous déjà les gens qu'on va mettre à la porte. Là, écoutez, c'est impensable au niveau de la répercussion économique, ok? Mais ils ne pourront pas arrêter. À moyen terme, ils vont peut-être en arrêter un autre 20%, mais il y en a une partie qui ne pourront pas arrêter. C'est impossible. Et la partie qu'ils ne pourront pas arrêter va être supérieure à la demande actuelle à cause du coronavirus. Alors, cette situation n'a jamais eu lieu auparavant dans l'histoire enregistrée. OK? Plusieurs sources m'ont dit de chercher un début
de chercher un début soudain, dramatique et massif d'une guerre incroyable, énorme, 7 semaines. Oui, 7 semaines. Bon, là, ici, c'est une mauvaise traduction, mais en fait, c'est ce que les sources disent ici, c'est que c'est le début d'une guerre, ça va être dramatique et énorme, ça va frapper rapidement. Il y en a qui parlent de 7 semaines. Moi, je pense que la date qu'il faut regarder, c'est l'anniversaire du 14 mai, l'anniversaire de naissance d'Israël, une nation en un jour, 14 mai 2020. Je vais vous expliquer dans mon code pourquoi je le pense. Est-ce que je peux me tromper? Oui. N'empêche que le code va avoir raison. Vous allez comprendre quand je vais vous le dévoiler. Oui, 7 semaines. Bon, donc il y a un effet ici manifeste de panique de la source. Mais je peux vous dire une chose, il y a vraiment de quoi. Cette fois-ci, comme on dit, ce n'est pas un exercice, nous ne rêvons pas. Les lecteurs sont instantanément priés de compléter des vivres, d'acheter des vivres, des médicaments, des carburants, des armes à feu, des munitions. N'attendez pas. Bon. Alors, là, c'est pas ce que je vous dis de faire, je fais juste vous lire ce qui est dans l'article, OK? Mais pour ceux qui ne seront pas enlevés, effectivement, c'est peut-être une des solutions. Moi, je ne vous dis pas que ça vous prend des médicaments, ou oui, ça vous en prend, ça vous prend de la nourriture. Faites ce que vous pouvez, mais de toute manière, ce qui s'en vient, c'est tellement gros. Même si vous avez de l'or chez vous, comme j'ai déjà expliqué, ça ne servira à rien. Personne ne va y échapper à ce qui vient. Alors, je vous ai préparé un petit diagramme ici pour clarifier les choses le plus simplement possible dans la guerre prophétisée au Moyen-Orient dans la Bible. Ce diagramme-là, je l'ai appelé l'échec et mat prophétique d'Ésaïe. Pourquoi j'ai appelé ça l'échec et mat? Premièrement, c'est la fin pour ce monde-là. Le monde rentre dans une tribulation, dans ce qu'on appelle la semaine des troupes de Jacob. Et aussi, parce que ce que nous avons cru être des guerres peut-être différentes qui se succèdent à un certain moment, finalement, ça sera une seule grande guerre, déjà toute organisée et bien planifiée. Vous savez que les Russes sont des champions aux échecs. Vous voyez l'image ici. Eh bien, laissez-moi m'expliquer dans ce que je vais vous dire. À la lumière de ce que je vous ai montré sur la guerre du pétrole, causée par le fameux virus, et c'est une escalade incroyable qu'on assiste là, eh bien, ça vient d'ouvrir la voie aux prophéties Daniel 8, Isaïe 17, Amos 1, Ézéchiel 38-39. Je vous ai mis ces prophéties-là ici parce qu'il y en a plusieurs autres. Il y en a peut-être 4 ou 5 que je connais qui font partie de la guerre qu'il va y avoir au Moyen-Orient. Mais ce sont des guerres que je dirais secondaires. Elles vont être importantes, mais le cœur de la prophétie, on va demeurer là-dedans. Si vous comprenez déjà ce noyau-là, vous allez avoir une très bonne idée et tout va devenir clair dans votre esprit. Alors donc, je me lance. Je vous ai parlé de Daniel 8, le fameux bélier qui se fait attaquer par le bouc qui est enragé contre le bélier. Le bouc, c'est ni plus ni moins qu'une corne. Le bouc a une corne, vient de l'Ouest, c'est les États-Unis d'Amérique, qui correspondraient au royaume des États-Unis, l'Empire américain. Et, je vous ai tout expliqué pourquoi, je ne vais pas rentrer dans les détails encore, mais aussi, le roi des États-Unis, et ni plus ni moins que Trump, eh bien, c'est lui qui guide la corne qu'on appelle le fameux bouc. Le bélier, lui, le bélier a 2 cornes, dont le chef spirituel de l'Iran, et l'autre, c'est le chef, si vous voulez, le président de l'Iran. Mais une est plus grande que l'autre, comme je vous ai expliqué, le chef spirituel a plus de pouvoir que l'autre. Eh bien, les 2 cornes de ce système-là, du bélier, vont être brisées. Pour que ça arrive, eh bien, on a tous les ingrédients, puisqu'on a le détroit d'Ormuz, et les États-Unis, ils vont devoir trouver une façon d'aller le fermer. Et s'ils le ferment, écoutez, la Chine va mettre une pression, et c'est la guerre qui commence. Il n'y a aucun autre issue à la situation. Et je doute que la diplomatie fonctionne, parce que c'est un plan planifié. Alors, on a toujours pensé que ces gars-là, Daniel 8, Isaïe 17, Ézéchiel, c'était peut-être des guerres différentes. Eh bien, la réponse, c'est je ne le pense plus. Je vais vous m'expliquer. Actuellement,
l'Iran, elle serait en très bonne position de commencer à penser à attaquer. Et elle peut faire un mouvement vers Israël. Et on sait que si elle attaque Israël, elle va le faire à partir de où? Eh bien, l'armée iranienne est massée actuellement dans la ville de Damas. Alors, on sait très bien qu'Isaïe 17, c'est une destruction qui se produit dans la ville de Damas. Il faut qu'il y ait une raison majeure. Eh bien, la raison, c'est que Damas est un endroit stratégique, très proche des limites d'Israël, et de lancer des missiles et de s'installer là, ou d'essayer de faire un front d'attaque avec des tanks, des blindés sur Israël, eh bien, c'est l'endroit idéal. Eh bien, avec ce qui se passe là, nous savons très bien que si Israël rentre et se fait attaquer, les États-Unis rentrent immédiatement en guerre avec le pays qui attaque Israël, puisque depuis le 14 mai 2018, Trump a envoyé l'ambassade et a signé tous les pactes qu'il faut à cet effet-là. Si les États-Unis s'en vont au détroit d'Ormuz, ça peut être la guerre aussi, et ça peut être la réaction, la meilleure réaction, s'ils ferment le détroit d'Ormuz, l'Iran va faire quoi? Est-ce qu'elle va se confronter directement aux États-Unis? Je ne le pense pas. Ce que l'Iran va faire, c'est d'attaquer Israël. Ça va être le premier move. Et dans ce mouvement-là, Daniel 8 nous dit que l'Iran va se faire totalement annihiler. Mais vous allez me dire, oui, mais dans Ézéchiel 38-39, je vais vous montrer les textes bientôt, on nous parle que l'Iran fait partie du groupe d'Ézéchiel. Mais si Daniel 8 arrive avant Ézéchiel, comment ça se fait que l'Iran fait partie du groupe qui va attaquer les États-Unis puis Israël? Bien, la réponse est aussi simple que c'est une partie d'échec. C'est pas parce que vous perdez un pion que vous avancez en premier, le premier pion étant avancé peut être l'Iran, et que celui-ci se fait manger que vous avez perdu la partie d'échec. Ça fait partie d'un tout. C'est une partie d'échec que je suis en train de vous montrer ici. Et donc, Daniel 8 avec Isaïe 17 vont ensemble. Et Amos 1, pourquoi Amos 1? C'est une prophétie juxtaposée à Isaïe 17. Isaïe 17 nous dit ni plus ni moins que c'est la ruine de Damas. Mais dans Amos 1, on nous donne un événement majeur qui semble être la détonation d'un type de bombe extrêmement puissant, voire une bombe nucléaire, peut-être une bombe à neutrons pour ne pas qu'il y ait des retombées radioactives, parce que c'est très très proche d'Israël. On s'entend qu'ils ne peuvent pas envoyer une bombe conventionnelle. Les retombées radioactives détruiraient leur propre peuple, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais on parle d'un événement majeur, sans précédent, duquel vous allez vous réveiller un jour et on va vous annoncer, ça va être partout dans les radios, on va lâcher le COVID-19 pour se concentrer là-dessus, parce que la Bible nous dit que tous verront la gloire, que c'est les fils de Jacob qui ont fait cet acte-là. Alors, donc, Israël versus Iran ici, Daniel 8, États-Unis versus Iran, mais finalement, cette guerre-là, ici, c'est Israël et les États-Unis qui vont se battre contre l'Iran dans un premier temps. Immédiatement, en enchaînement à cela, il va y avoir une réaction ici dans Ézéchiel 38-39 qui est Gog et Magog. Et il y a deux étapes. Premièrement, la Russie, assistée de la Chine et de grandes puissances, vont aller, dans un premier pas, détruire les États-Unis. Alors, on sait que dans Daniel 8, la grande corne du bouc se fait détruire. Eh bien, on voit ici la relation. Ézéchiel 38 nous parle de la destruction de la Babylone, qui est les États-Unis. Et pourquoi qu'elle se doit de faire ça avant d'aller attaquer dans une deuxième étape Israël? Eh bien, premièrement, parce que ils savent très bien que s'ils attaquent Israël, ils vont avoir les États-Unis. Alors, tu te dois de te débarrasser de la première puissance mondiale militaire, sinon tu as un sérieux problème. Et est-ce que tu vas attaquer en déclarant la guerre aux États-Unis d'avance? Eh bien, la réponse est non. Et là, tu vas attendre que cette puissance-là soit blessée ou affaiblie avant de l'attaquer. Eh bien, nous l'avons, la situation, puisque leur économie est maintenant totalement en déroute. Alors, c'est le meilleur temps d'attaquer. Puis là, je ne vous dis pas qu'ils vont attaquer demain. Comme Al Turner, le contact déclare que ça serait peut-être même cette semaine. Moi, je pense que ça va se faire à partir de la date de l'anniversaire d'Israël. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Maintenant, regardons
ce que je vous parle ici, dans Ézéchiel 38, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec, de Tubal, et prophétise contre lui. Ici, première note, le prince. Pourquoi on ne dit pas un roi? Parce que Poutine, vous savez, c'est considéré comme le roi, c'est le dirigeant de la Russie. Eh bien, je pense que la réponse, c'est à cause que le prince, celui qui a tiré les ficelles, c'est ni l'autre que Barack Obama, qui a, via Mme Clinton, donné la technologie des moteurs hypersoniques qui vont favoriser la destruction rapide des États-Unis sans que celle-ci puisse se défendre. Ils ont toute cette technologie dans les mains. Je veux juste vous faire un rappel, j'en ai montré, j'en ai donné des preuves, on ne va pas revenir là-dessus, mais je voulais vous mentionner Prince, parce que normalement c'est le roi. Alors il y a quelqu'un qui tire les ficelles, parce que c'est pas nécessairement le roi de Magog ici. Donc, cette note-là étant faite, on continue, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux à toi Gog, prince de Roche, Méchec et Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir toi et toutes tes armées, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux ceux de la Perse. Donc vous voyez, ils sont mentionnés, mais c'est parce que, ni plus ni moins, Daniel 8 et Isaïe 17 font partie de la guerre de Gog et Magog, puisque, comme je vous l'ai montré, il s'agit de le début d'une partie d'échecs qui est une grande guerre, dans laquelle l'étape numéro 1, c'est l'Iran qui va rentrer en action, si vous voulez. Et là, on voit pourquoi. Je vous dis, les États-Unis vont aller fermer le détroit d'Ormuz, où il va y avoir de la diplomatie. Puis je vois pas comment la diplomatie peut régler le problème actuellement. OK? Donc, on retourne ici. Donc, ce te Perse d'Éthiopie et Put, et tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Donc, il y a un leader. Le leader, c'est la Russie. On le voit ici, c'est le leader, il est le chef de toute cette assemblée de nations. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Donc, on voit qu'il y a eu des alliances récentes entre l'Iran, la Chine, des pourparlers. Oui, des fois, il semble avoir des discordes, mais au bout de la ligne, il y a un plan vraiment organisé de ces pays-là qui se sont alliés. Et donc, après certains jours, tu seras à leur tête. Donc, il y a une décision, c'est la Russie qui va mener le bal. Ben oui, avec le moteur hypersonique, écoutez, qui pourrait, autre que la Russie, mener le bal de la destruction des États-Unis? Écoutez, c'est clair, c'est la Russie. Et dans toutes les années, et dans la suite des années, tu marcheras, dans la suite des années, donc on voit que ça s'est préparé dans quelques années. Depuis quand la technologie des missiles hypersoniques a été donnée? Ça fait 4 ans déjà, 5 ans, 6 ans. Donc, ça s'est fait. On parle de la suite des années. Tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. OK? D'entre les plusieurs peuples. Quel pays a été fondé du rassemblement de plusieurs peuples dans le monde? Eh bien, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Donc, ce rassemblement, la fondation de ce pays-là, s'est faite au moment où Israël n'était pas encore un pays. Alors, la fondation des États-Unis, OK, s'est faite en 1776, plusieurs années avant 1948. Donc, effectivement, les États-Unis ont été le résultat du rassemblement de plusieurs peuples, de nations du monde, au moment où les montagnes d'Israël étaient depuis longtemps désertes. Et retirés du milieu des peuples, on parle de la grande dispersion des Juifs ici, ils seront donc, on retourne à Babylone, tous en sécurité dans leur demeure. Les États-Unis n'ont jamais connu de grande guerre dans leur sol, OK? Tu montes
tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Une nuée qui va couvrir le pays, donc une attaque surprise, fulgurante, rapide comme l'éclair. Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ici, quand je parle d'attaque rapide, les moteurs hypersoniques, la technologie hypersonique va permettre effectivement de réaliser une attaque surprise rapide, sans bavure et extrêmement décisive, ok? En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, comme en secret, je monterai contre un pays ouvert. Un pays ouvert. Ok? Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, n'ayant ni verrou ni porte. Alors, n'est-ce pas le grand débat du premier mandat de Trump de faire une muraille et de sécuriser ce pays-là des États-Unis d'Amérique? Vous avez tout ici, tout est écrit. Et j'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées. Sur un peuple recueilli du milieu des nations, on le confirme encore, vous savez pas mieux que les États-Unis d'Amérique qui confirment ça ici, ayant des troupeaux et des propriétés. Alors, si vous voulez voir les premiers Américains arrivés, les familles de riches qui possèdent des ranchs et des troupeaux, eh bien, c'est le pays des États-Unis, le pâturage. Ils sont le premier pays producteur de pâturage, c'est une des caractéristiques. C'est mentionné dans la Bible pour la Babylone des derniers jours, eh bien, ce sont encore les États-Unis. Pour vous rappeler, il y a un document disponible que Stuart Best a produit en PDF qui est disponible. Vous pouvez écrire ou vérifier. Ça s'appelle thelightgate.com, thelightgate.com, et vous pouvez télécharger pour peu de frais ce document-là, dans lequel, vous voyez, il y a 44 caractéristiques bibliques qui parlent de la Babylone des derniers jours, et dans 100% de ces 144 caractéristiques, un seul pays se conforme, ce sont les États-Unis d'Amérique. OK? Alors, aucune erreur possible. Et donc, vous voyez ici qu'avant d'aller attaquer, avant que Gog ait attaqué Israël, eh bien, il va détruire les États-Unis d'Amérique. On le voit dans les premiers versets ici. Alors, je reviens à mon diagramme. Daniel 8, Isaïe 17. Alors, fermeture du détroit d'Ormus. Là, c'est une hypothèse, mais on commence à avoir pas mal d'informations avec ce qui se passe pour que je puisse moins me tromper que je pourrais me tromper avant. Mais fermeture du détroit d'Ormus, sinon, plus vite ils le ferment, mieux que c'est pour eux. Évidemment, l'Iran va réagir. Est-ce que l'Iran va attaquer les États-Unis de plein front? Évidemment, ils sont pas fous. Ils vont s'en prendre à Israël, ils sont positionnés pour ça. Et c'est pareil comme si vous êtes très, très, très fort et quelqu'un prend votre femme en otage avec un pistolet sur sa tête et vous regarde et dit « Baisse ton bazooka parce que je vais tirer ta femme. » Évidemment, vous n'avez pas peur de la mort, mais vous avez peur que votre femme meure. Vous allez baisser votre bazooka. C'est un peu ça qu'ils vont essayer de faire. Sauf que les États-Unis vont réagir d'une façon fulgurante. On le voit dans Daniel 8. Le bouc s'irrita avec une grande fureur. Il part sans toucher la terre. Et donc, s'il ne touche pas la terre, on parle de missiles cruise, de missiles qui vont être tirés. Et les États-Unis peuvent facilement toucher le cœur de l'Iran. Ce qui est un peu plus difficile pour Israël. Alors, on voit ici la possibilité de ça. C'est le premier coup d'échec. L'Iran va être mis hors jeu, mais la partie n'est pas perdue. Ézéchiel, première étape, destruction des États-Unis. On nous confirme dans Daniel 8, la corne, après avoir mis en échec l'Iran, elle est brisée, duquel va émerger 4 cornes, je vous le rappelle, dans Daniel 8. Et de ces 4 cornes-là, va émerger une petite corne qui pousse vers le midi et qui est en contrôle du royaume des armées célestes. Et quelle est cette petite corne-là? Cette petite corne-là, c'est l'Antéchrist. De cette situation-là va émerger l'Antéchrist. Et donc, deuxième effet, destruction de Gog et Magog, pas destruction, mais attaque par Gog et son groupe contre Israël. Alors, qui va se terminer avec un énorme tremblement de terre dans lequel il va y avoir tellement de cadavres. Ça, vous le savez,
Mais voilà, si vous comprenez ça, en tant que chrétien, on devrait voir la destruction de Damas, Daniel 8 se faire, mais nous ne verrons pas la destruction des États-Unis ou la journée qu'ils vont le faire, on est enlevé, on la voit pas. Une autre preuve que les États-Unis ne sont plus dans la deuxième partie d'Ézéchiel, c'est qu'ici, on en parle, on voit la destruction, je viens de vous montrer les textes, mais dans la continuité de la chose, la Babylone n'est plus jamais mentionnée, ni ultérieurement dans la Bible. C'est terminé. La Babylone, c'est fini, on n'en fait plus mention, elle est disparue. Et ça fait du sens. N'importe quel pays intelligent, groupe de pays qui veulent attaquer Israël en ce moment, savent très bien qu'ils doivent se débarrasser des États-Unis, ou sinon, si tu n'as pas la force, reste chez vous, attaque pas Israël, parce que tu vas pas réussir à le faire. Les États-Unis vont protéger. Donc, voilà, ça complète cette facette-là que je voulais vous montrer. À la lumière de tout ce qui se passe, on commence à comprendre encore plus toutes les prophéties. Et attendez de voir le fameux code. Vous allez voir, ça va encore aller plus profondément. Mais soyez assurés que nous y sommes. Moi, je pense qu'il nous reste au maximum quelques mois, voire cet automne, peut-être au maximum. Encore une fois, je peux me tromper, mais je vous le dis, je vais vous le crier. Préparez-vous, nous y sommes.